Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 décembre 2025 et nous voulons être fidèles comme d'habitude à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner quelques informations. Elles tiennent compte de l'actualité internationale et puis de l'actualité nationale. La première information que nous allons vous donner, c'est que tout le monde a suivi qu'il y a eu ce problème au niveau du Portugal, où le jet privé qui transportait Madame Embalo a été pratiquement, je ne dirais pas saisi, mais enfin on a découvert dans ce jet qu'il y avait le convoi d'une somme importante de pratiquement 5 millions d'euros. Vous pouvez convertir en francs CFA pour voir que ça fait plus de plusieurs milliards de francs CFA. Et ça pose un nouveau problème au niveau de la gouvernance africaine, notamment avec nos dirigeants. Parce que pendant que les populations souffrent, pendant qu'on est plongé dans la misère et dans la souffrance, il y a toujours une petite minorité qui profite, qui contribue même à plonger le peuple dans la misère et dans la souffrance. Et là, par exemple, pour le président Embalo, on a un cas typique. Mais ce n'est pas le premier cas. Il y a des gouvernants congolais qui ont déjà eu des problèmes de saisie de biens au niveau du Portugal. Et c'est véritablement dommage. Alors, c'est d'autant plus dommage que ce sont souvent les mêmes personnes qui parlent de développement, c'est-à-dire qui utilisent l'argent, qui, parfois, l'argent est volé, parfois, il est détourné des caisses de l'État pour être utilisé dans des pays, c'est-à-dire qu'on contribue au développement de ces pays au détriment de notre propre pays. C'est véritablement dommage. Et là, je crois que maintenant les gens savent, puisque Madame Embalo va être mise en examen, et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour l'Afrique. Alors, on devrait interpeller nos gouvernants pour qu'ils agissent une fois pour l'intérêt du pays, l'intérêt national. Au niveau du Congo, nous ne cessons de parler de ces affaires de paradis fiscaux, des affaires des biens mal acquis, d'autres affaires qui prouvent vraiment, vraiment, vraiment qu'il y a des problèmes au niveau de la richesse et de la répartition de la richesse nationale, et on devrait agir pour qu'on aille véritablement vers le changement. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Ça, c'est la première information que je tenais à donner. La deuxième information, elle est peut-être liée aux élections, sinon à la gouvernance électorale. Nous avons suivi, mais nous n'avons pas encore les documents que l'Assemblée nationale a adoptés, le projet de loi pour le projet de texte portant refonte de la loi électorale. Et nous sommes d'autant plus surpris que nous avons revu un peu les conclusions qui ont été adoptées à la concertation de Wando, et nous avions cru comprendre qu'il avait été demandé une étude pour permettre qu'on aille à un découpage administratif et électoral juste qui tienne compte d'un certain nombre de facteurs. Alors, on a le sentiment que ça s'est fait dans la précipitation, et dans le cas de notre pays, c'est dommage. Et je vous rappellerai toujours
cette recommandation qui a été faite à Evo en 2011, recommandation par laquelle on demandait au gouvernement d'établir un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Alors, quand on voit ce qui se passe, d'abord, l'étude n'a pas été faite. Deuxièmement, on constate qu'il y a vraiment injustice dans ce découpage. Je vous ai déjà parlé de ce que nous avons pratiquement, après la nouvelle réorganisation administrative qui a été faite, nous avons pratiquement 3 départements qui ont au-dessus de 300 000 habitants. Il y a la Likwala, il y a le Niari, il y a la Bouenza. Et moi, je suis très, très déçu qu'au niveau des départements, qu'on laisse la Bouenza avec un seul département, alors qu'on pouvait avoir 2 ou 3 départements, qu'on laisse le Niari avec un seul département. C'est vraiment préoccupant. Mais il faut que les choses puissent être prises en ligne de compte très, très rapidement et très, très sérieusement. Maintenant, quand on regarde au niveau des circonscriptions électorales, avant de faire le commentaire sur le plan financier, je dois dire qu'il est vraiment inacceptable, que l'on puisse parler de la refonte de la loi électorale en prétextant qu'il y a eu création de 3 nouveaux départements et de 2 nouveaux districts, ce qui a une incidence sur le nombre de circonscriptions électorales et de sièges au niveau des élections locales. Mais on ne peut pas tolérer. J'ai fait un certain nombre d'émissions où j'ai évoqué un certain nombre de cas précis. On ne peut pas au niveau de Brazzaville tolérer que Madibou, avec 275 000 habitants, n'ait qu'une circonscription, que Makelekele, avec 262 000 habitants et 4 circonscriptions, que Mfilou, avec 387 000 habitants, pratiquement autant d'habitants que la Talangaï, qui en a 390. Talangaï a 5 circonscriptions, Mfilou en a 2. Mfilou, avec 387 000 habitants, a 2 circonscriptions, et Potopoto, avec 84 000 habitants, a 3 circonscriptions. C'est une injustice trop flagrante. On ne peut pas accepter ça. Je crois qu'avoir fait la même remarque en ce qui concerne Pointe-Noire, où l'arrondissement Emery-Patrice Lumumba, avec près de 132 000 habitants, a 3 circonscriptions, et Tiétié, avec plus de 300 000 habitants, a 2 circonscriptions. Alors, je ne sais pas si on a choisi une méthode progressive pour agir, sinon, on ne peut pas considérer que ce travail est définitif et qu'il est sérieux. Il faut qu'on regarde les choses de très près. Maintenant, il y a un aspect financier. Parce que lorsqu'on parle d'augmentation des circonscriptions, ça veut dire quoi? Augmentation des charges. Or, lorsqu'on examine le projet de budget de l'année 2026, en termes d'objectifs, on se rend compte que les gouvernants ne veulent pas entendre parler de la réduction du train de vie de l'État. Ils ne veulent pas entendre parler de la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude, les détournements des deniers publics, alors que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi voulons-nous continuer à vivre au-dessus de nos moyens? Déjà, on voit la situation, nous allons l'évoquer dans le corps de l'émission, et je crois que nous allons avoir à faire un certain nombre de commentaires pour qu'on avance sérieusement. Maintenant, la troisième information, elle est liée à l'organisation certainement du scrutin du 22 mars 2026. Et nous avons été particulièrement préoccupés par ce que nous avons vu à travers un article, et c'est sorti sur les médias, où on a dit que la force publique est prête à sécuriser le scrutin. C'est bien qu'on le parle. Et moi, j'ai cru lire que le 15 décembre, il y a eu, par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, les FAC, le lancement de la conférence initiale de la planification des engagements de la force publique en prévision du scrutin de mars 2026. Et je me répète en disant qu'il a été dit que la force publique est prête à sécuriser ce scrutin. Mais nous tenons à relever un certain nombre de choses avec force. Et il est bon que la force publique en soit clairement informée. La première chose que nous tenons à relever avec force, c'est d'indiquer que le Parti congolais du travail, le grand et glorieux parti, n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons suffisamment développé les arguments là-dessus. Il n'est pas en conformité avec la loi, bien que
le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation prenne assez régulièrement des textes le reconnaissant, ce que nous considérons comme un véritable scandale, alors que selon la loi, puisque nous agissons par rapport aux dispositions de la loi, particulièrement la Constitution du 25 octobre 2015, le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis. J'ai la loi sur les partis, c'est la loi 20-2017 du 12 mai 2017. Et quand je prends l'article 31, je reviens à ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ses locaux. Les choses sont claires. Pourquoi dans ce pays on veut faire croire qu'il y en a qui ne sont pas concernés par la loi et qui s'imposent alors qu'ils sont hors la loi? La question qu'on pose, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, pourquoi ne sanctionne-t-il pas le PCT? Est-ce parce qu'il en est le membre du bureau politique? Pourquoi le PCT n'est pas sanctionné? Est-ce parce que le président de la République est président du Parti congolais du travail? Ce sont des problèmes. Et je souhaite que et la population et la force publique puissent en être clairement informés. Et nous disons clairement que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le deuxième aspect, qui est pratiquement la conséquence de ce que nous venons de dire, c'est que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. De surcroît, nous avons par ailleurs noté que le président de la République est président du Parti congolais du travail en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Alors, je me pose la question, que voulons-nous? Que voulons-nous? Ceux qui sont dans le processus de l'adoption des lois, ceux qui préparent les lois, ceux qui les font adopter, sont les premiers à ne pas les respecter. Alors, où allons-nous? Et il faut que et le Parti congolais du travail et le président de la République aient le courage de dire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi, mais ils tiennent absolument à agir, à prendre part à l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en fait dans une démarche d'un coup d'État constitutionnel. Et les Congolais veulent de la paix. Ils veulent de la sérénité, ils veulent de la tranquillité. Mais cette paix, cette tranquillité, on ne peut l'obtenir qu'en respectant les lois et règlements de la République. Le troisième aspect que nous allons aborder, et nous allons nous référer par rapport à ça, au niveau de la Constitution, nous avons la Constitution sous les yeux, nous nous référons à l'article 205, s'agissant de la force publique, parce que l'article 205 de la Constitution dit clairement ce qui suit, que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. Alors, quand nous avons évoqué ça, nous voulons attirer l'attention des gouverneurs pour leur dire que les Congolais veulent de la paix. Après avoir subi ce qu'ils ont subi, qui a été appelé guerre du 5 juin, après avoir subi ce qu'on a subi, qu'on a appelé guerre du Poule, les Congolais veulent que lorsqu'on amorce une démarche pour aller à une élection, que toutes les conditions soient remplies pour que ça se déroule dans la paix, dans la tranquillité, mais qu'il n'y ait rien d'autre. Et c'est pour ça que nous tenons à aborder cet aspect. Mais cet aspect est tellement important que nous tenons à faire la synthèse en disant le Parti congolais du travail, le grand et glorieux parti qui, soi-disant, gagne toutes les élections au Congo, et le président de la République
ne sont pas en conformité avec la loi. Et cette situation, elle est véritablement préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que lorsque le préfet directeur général de l'administration du territoire a reçu les partis soi-disant qui n'étaient pas reconnus par la loi, il leur a dit, vous n'avez pas été sanctionnés, vous n'avez pas été avertis, vous n'avez pas été blâmés, vous n'avez pas été suspendus, vous n'avez pas été dissous. Ce qu'on vous demande, c'est de vous conformer à la loi. Et ce jour même, il a été dit au préfet directeur général de l'administration du territoire. Et je suppose qu'il a rendu compte, à qui de droit, que dans notre pays, le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi, que le président de la République n'était pas en conformité avec la loi, que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et qu'ils avaient la responsabilité et le devoir de se conformer à la loi. Et nous constatons jusqu'à présent que rien n'a été fait. Et c'est véritablement triste, c'est véritablement dommage. Donc, après ces trois informations, nous allons passer à la thématique d'aujourd'hui. À propos de cette thématique, nous avons retenu le thème suivant: le manque de transparence du système du PCT dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2026. Et nous nous appuyons en cela sur une déclaration qui a été faite par M. Gilbert Ondongo, qui semble-t-il a conduit la délégation du Parti congolais du travail au Congrès fédéral de Brazzaville. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les travaux du Congrès du Parti congolais du travail, mais ce qui a été dit. Et c'est pour ça que nous tenons à revenir sur la déclaration qui a été faite par le délégué du Parti congolais du travail, à savoir Gilbert Ondongo. Et je crois qu'il est bon que nous nous en référons pour que nous ayons quelque chose de très clair. Donc, il est bon de reprendre ce qu'il a déclaré. Voilà un extrait de sa déclaration. Ceux qui aujourd'hui sont des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux ne feront pas mieux. Si par malheur, pour le peuple congolais, il, entendu, en fait c'est elle, les forces de changement, gagnent les élections et accèdent au pouvoir, ils ne feront guère mieux. De toutes les façons, rassurez-vous, ils ne gagneront jamais face à nous. Jamais ils ne gagneront. Parce qu'ils n'ont aucune base politique. En tout cas, Internet ne vote pas. Les virulents attaquants du PCT sur les réseaux sociaux ne sont que dans la tromperie et dans la trufferie, la tartufferie. Le PCT a beaucoup travaillé et travaille encore sans désemparer pour le peuple. Et il a ajouté, le bilan du PCT de son chef est positif sans aucun doute. Je crois que c'est autour de cette déclaration que nous allons essayer d'apporter une réponse frappante et cinglante sur ce qui a été dit. Mais avant de décrypter cette déclaration, nous tenons à relever que cette affaire de bilan du PCT fait l'objet de beaucoup de discussions. Et beaucoup de Congolais ont été surpris. Parce que c'est les Congolais qui devaient donner l'appréciation. Ce n'est pas d'une démarche d'autosatisfaction, alors que les Congolais sont dans la souffrance, alors qu'ils sont dans la misère. Il faut qu'on y revienne. Maintenant, nous allons essayer d'insister sur quelque chose qui gêne beaucoup le Parti congolais du travail. Et nous allons en aborder à travers un aspect. Parce qu'ils ne veulent jamais aborder cet aspect, croyant divertir les Congolais. Mais les Congolais le savent maintenant et ils le savent très sérieusement. Quel est cet aspect? Cet aspect que nous voulons aborder, c'est que le Parti congolais du travail, qui parle avec autant d'arrogance, après avoir plongé le Congo dans la ruine, après avoir plongé les Congolais dans la souffrance et dans la misère, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Notamment, ils ne sont pas en conformité avec l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Difficile à croire
que le Parti congolais du travail ne soit pas en conformité avec la loi, au regard de ce qu'ils font, de l'occupation du terrain médiatique, au niveau de l'occupation des médias d'État, particulièrement la télévision et la radio congolaise, etc. Ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et c'est surprenant. Évidemment, beaucoup de Congolais me poseront la question, comment vous osez dire qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je ne cesserai pas de le redire, parce qu'au plan pédagogique, c'est extrêmement important. Pourquoi nous disons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Le premier fait, c'est qu'aucun membre de ce parti, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi, selon les dispositions de l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et les dispositions de l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Ces dispositions disent quoi? Elles disent que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique doit déclarer son patrimoine au moment de la prise de fonction et de la cessation de sites, conformément à la loi. Depuis 2002, ils n'ont jamais déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Et vous savez que ça a un impact, pourquoi? Mais prenons le programme d'action gouvernementale d'Anatole Poligny-Makosso. Il disait que lui-même que cet aspect de la déclaration du patrimoine est une disposition constitutionnelle. Et plus qu'un devoir de transparence, il s'agit d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de lutte contre l'enrichissement illicite. Vous comprenez donc que lorsque ils ont fait le choix de ne pas se soumettre à la loi, de ne pas procéder à la déclaration de leur patrimoine, c'est qu'ils ont fait le choix de la corruption, du soutien à la corruption. Ils ont fait le choix de l'enrichissement illicite. Ils ont fait le choix de la mauvaise gouvernance. Et ce n'est pas du tout tolérable. Ce n'est pas du tout tolérable. En termes de leçons, ils parlent des donneurs de leçons, mais il n'y a pas plus de donneurs de leçons que le PCT. Qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont donné comme leçon au pouvoir de Pascal Lissouba à travers plusieurs écrits. Et ils ont considéré d'ailleurs la gestion du président Pascal Lissouba comme étant calamiteuse et catastrophique. Mais la leur aujourd'hui est encore en deçà de ce que le président Lissouba a dit. On n'a pas atteint ce niveau au niveau de ce pays. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, s'agissant de la déclaration de patrimoine, évidemment, il y a certains compatriotes qui peuvent me dire, oui, en 2021, avec Poligny-Makosso, il y avait une tentative. Cette tentative ne s'est pas faite conformément à la loi. Et un citoyen qui s'appelle Clément Mirassa avait introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle parce que ça ne se faisait pas conformément à la loi. Et la Cour constitutionnelle lui a donné raison. Il y a eu un amendement fait à cette loi. Il y a une loi qui est 15-2024 qui a été prise, je crois, en mai 2024. Et depuis, il n'y a plus aucune déclaration de patrimoine. Mais ce n'est pas ça qui est plus grave. Ce qui est plus grave, c'est que en cas de non-déclaration de patrimoine, vous devez être sanctionné. Mais ils ne sont pas sanctionnés. C'est l'impunité criarde. C'est tout ce que nous avons retenu. Et à mon avis, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, après cet aspect relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine, nous passons au deuxième aspect. En décembre 2019, le PCT a organisé un congrès qui a été présidé par Pierre Molo, secrétaire général du PCT à l'époque et qui est président du Sénat. Et au cours de ce congrès, ils ont déclaré que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail, comme je l'ai déjà dit, en violation de la loi. La mobilisation des militants était bien au rendez-vous lors du lancement des travaux du comité préparatoire du 5e congrès du Parti congolais du travail. 14 jours après la mise en place de cette équipe dirigeante par le comité central du parti, l'heure est arrivée de se mettre à l'œuvre pour réussir la tenue de ce congrès du cinquantenaire du PCT. Vu la nécessité, le comité central entendu prend l'acte dans la teneur suit.
le comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail est composé. À cette rencontre, les noms des dirigeants des commissions et sous-commissions ont été publiés. Le thème du 5e congrès ordinaire présenté à l'assistance est intitulé « Membres et sympathisants du Parti congolais du travail en cette année du cinquantenaire, ensemble dans la discipline et la cohésion, raffermissant les idéaux et valeurs de notre grand et glorieux parti, relevant sous la très haute conduite du camarade Denis Sassou Nguesso les défis du développement de notre pays ». Entre autres orientations données à travers cette thématique, aucun militant n'ayant apporté sa contribution financière ne participera pas non plus au congrès. Congrès du cinquantenaire, le 5e congrès ordinaire sera le cadre idéal d'une réflexion approfondie, rigoureuse et objective sur le parcours du PCT depuis sa fondation, les principaux repères de son itinéraire, les acteurs et leurs comportements au cours des différents épisodes. Les travaux de ce comité préparatoire sont lancés sous le signe de l'entente 2 mois avant la tenue du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir. Et vous voyez que le pays va mal, très mal. C'est un congrès présidé par le président du Sénat. Et le Sénat, c'est évidemment eux qui sont chargés de tout ce qui est relatif au vote des lois. Et vous voyez qu'au Congo, ceux qui votent les lois sont les mêmes à ne pas les respecter. Ce sont les mêmes à les violer. Et dans les 2588 congressistes, figurez-vous dont il est question, il y avait le président de l'Assemblée, il y avait le premier ministre et chef du gouvernement, il y avait le ministre de l'Intérieur, il y avait le ministre de la Justice, il y avait le nouveau secrétaire général du PCT. Donc, en fait, le PCT croit qu'on est comme dans une république bananière. Ils peuvent se permettre de violer les lois et règlements de la République dans l'impunité totale. Et c'est véritablement inacceptable. C'est véritablement inacceptable. Et pour essayer d'apporter de l'eau à votre moulin, Clément Mirassa a introduit à l'époque, en juin 2020, un recours en inconstitutionnalité de l'élection qui avait justement permis la reconduction du président de la République comme président du Parti congolais du travail. La réponse de la Cour constitutionnelle a été claire par la décision 005/DCC/SVA 20 du 31 juillet 2020. Elle s'est déclarée incompétente et a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Donc, vous voyez bien que toutes ces personnalités sont bien informées que le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso ne sont pas en conformité avec la loi. Mais figurez-vous, on a choisi le silence. Et après, on vient nous dire que les institutions fonctionnent bien et normalement. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et, en continuant, un troisième aspect, le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi sur les partis, la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017. Article 26, selon lequel les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et le Parti congolais du travail ne se conforme pas à la Constitution. Vous voyez, rappelez-vous des années 2015, la fureur qu'ils avaient pour qu'on aille au changement de Constitution, soi-disant pour faire évoluer les institutions. Non, ce n'était pas pour faire évoluer les institutions, c'était pour la conservation du pouvoir. Et aujourd'hui, le constat est clairement fait. Et c'est véritablement dommage. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Rien qu'à travers la synthèse que je viens de faire, ça veut dire que le Parti congolais du travail a violé l'article 50 de la Constitution, l'article 55, l'article 80. Il a violé l'article 26 de la loi sur les partis. Et dans la même loi sur les partis, il y a un article 31 qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique,
ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Pourquoi ça n'a jamais été fait pour le Parti congolais du travail? Et pourquoi le Parti congolais du travail n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation extrêmement embarrassante. Situation extrêmement embarrassante. Est-ce parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui est en même temps membre du bureau politique du Parti congolais du travail qui estime que le Parti congolais du travail n'a pas à se soumettre à la loi? Est-ce parce que c'est le président de la République qui est président du Parti congolais du travail? Mais ils savent et ils le répètent à chaque fois. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est cette notion qui est importante, parce que les Congolais doivent s'approprier le fait que le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme tous les autres. Et on doit se référer à l'article 15 qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Donc, nous faisons cet aperçu. Nous faisons cet aperçu pour que les Congolais se rendent compte que nous sommes dans l'irrespect total des lois et des règlements de la République, mais avec une notion plus profonde. Et pour évoquer cette notion profonde, nous allons évoquer ce que le président Laurent Gbagbo a déclaré en disant que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. L'État de droit est un concept qui s'est progressivement défini à travers l'histoire. Ses origines remontent à la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire la première grande charte des libertés. Celle-ci représente les premiers balbutiements du concept de l'État de droit, puisqu'elle instaure quelques principes limitant l'arbitraire du pouvoir royal. De plus, soulignons le rôle de la Révolution française dans l'émergence du concept de l'État de droit. Elle a permis de redéfinir les pouvoirs attribués à l'exécutif en établissant une distinction, c'est-à-dire une dissociation, entre le pouvoir lui-même et les individus exerçant ce pouvoir. L'État de droit peut se définir comme un système de normes juridiques constituant des remparts contre l'exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire d'éviter toute domination fondée uniquement sur la force. Cela suppose l'existence d'un droit connu afin de créer des lois précises, connues de tous et impersonnelles, auxquelles personne ne peut échapper, sans quoi une sanction sera appliquée. Autrement dit, l'État de droit prévoit que nul ne doit être au-dessus de la loi, y compris et surtout les individus qui travaillent au service de l'État. Il limite ainsi les pouvoirs de l'État face à la population afin de garantir la souveraineté du peuple et l'égalité entre les individus, et ce, peu importe leur statut ou fonction qu'ils occupent. À la lumière de cette définition, il est possible d'en dégager 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'État de droit suppose l'existence de normes juridiques hiérarchisées où chacune des normes se soumet aux normes supérieures qui la valident. De cette façon, il existe au sommet de la pyramide une loi suprême à laquelle chacune des normes inférieures s'y rattache, la Constitution du pays, par exemple la Constitution américaine ou encore la Constitution française. La hiérarchie des normes compte ensuite les engagements internationaux du pays, les lois, les règlements, puis les décisions administratives. Bien sûr, l'ensemble de ces normes doivent être effectives sur le territoire même de l'État. Par exemple, les lois promulguées et appliquées en Allemagne ne sont pas applicables en Espagne et vice-versa. Deuxièmement, tous sont égaux devant la loi. Cela signifie que chaque individu, tout comme le gouvernement et ses mandataires, sont soumis à la loi. Par exemple, le chef de l'État britannique est tout autant assujetti aux lois qu'une policière ou une enseignante. Ce principe inclut la possibilité pour tous de contester une norme juridique lorsque celle-ci n'est pas jugée conforme. Troisièmement, le droit est prévisible et connu de tous. Cela permet d'assurer la stabilité des normes applicables et d'assurer des droits et libertés fondamentales à tout un chacun. Ainsi, l'ensemble des normes juridiques doivent être claires et rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être accessibles à la population. Quatrièmement, l'État de droit exige l'indépendance judiciaire. Cela implique le droit d'accès à un système de justice indépendant et impartial, une représentation efficace et juste devant les tribunaux, mais aussi une application identique du droit pour tout administré.
D'une part, cela exige une séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. D'autre part, cela signifie que toute transgression de la loi entraîne des sanctions égales pour tout individu. Par conséquent, cela suppose que tous sont traités selon les principes de l'égalité et d'égalité. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. La conclusion est immédiate. Ça veut dire que tous les membres du PCT ne sont pas des démocrates. Et c'est dommage. Mais nous pouvons transposer cette déclaration de Laurent Gbagbo en la déclaration du président Denis Sassou Nguesso qu'il a faite en novembre 1992. Lorsqu'il dit, cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il continue en disant, j'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées des élections hors la loi dans notre pays. Mais c'est déjà le cas de constater que, avec l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, nous sommes en train de préparer une élection hors la loi. Et il faut que les amis du PCT le sachent. Alors, j'ajouterai certainement un commentaire par rapport à ce que le Premier ministre avait dit lors de la clôture de la concertation de Wando, à savoir que la démocratie, c'est d'abord la loi. La loi, rien que la loi. Alors, d'où vient que tous ceux qui savent qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi, ils évitent d'en parler et ils se rendent compte qu'ils sont rentrés dans l'anticonstitutionnalité. Et s'agissant de l'anticonstitutionnalité, je vais évoquer quelque chose que le président Denis Sassou Nguesso a déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2023, en disant que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais pourquoi maintenant nous sommes sur le chemin de l'anticonstitutionnalité et qu'on veut imposer cela à des Congolais qui veulent qu'on soit respectueux de la loi et qu'on puisse avancer? Je crois que les choses sont claires. Je crois que les choses sont claires. Et je crois que là, les amis du PCT qui ont développé beaucoup de choses, notamment le membre du bureau politique Gilbert Ondongo, nous nous adressons à lui en lui disant pourquoi dans tout ce développement qui a été fait avec autant d'arrogance, il a oublié de signaler aux Congolais que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi. Mais maintenant, les Congolais le savent. Dans sa marche vers le 6e congrès ordinaire, le Parti congolais du travail voit dans l'organisation des congrès fédéraux le bout du tunnel. Placé sous la conduite de Gilbert Ondongo, membre du bureau politique et chef de la délégation nationale, le congrès fédéral de Brazzaville a brillé de son éclat dans une salle qui a peiné à respirer sous le poids d'une forte mobilisation. Le congrès fédéral qui s'ouvre à présent est l'occasion pour nous, militants de Brazzaville, de témoigner de notre amour pour notre parti et de travailler consciencieusement à l'obtention des résultats probants qui seront entérinés au Congrès national. Voilà pourquoi nous devons rester ouverts à la critique constructive et s'en servir pour faire encore et toujours mieux. Mais par contre, nous ne devons jamais céder au défaitisme, à la provocation et aux tentatives de déstabilisation, à la manipulation et à la duperie. Jamais nous devons prêter le flanc à quelques intrigues ou intimidations. Face à cette effervescence militante, Gilbert Ondongo soutient avec véhémence le bilan du PCT qu'il qualifie de positif. Je ne saurais ici faire l'inventaire complet des œuvres du PCT profitant au peuple. Si tout opposant au PCT pouvait s'abstenir d'être de mauvaise foi, tout Congolais devrait alors reconnaître que le PCT a beaucoup travaillé et travaille encore sans désemparer pour le peuple. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Maintenant, les Congolais le savent. Et j'ai ajouté une note que je pourrais redévelopper plus tard en disant que le président de la République aussi n'est pas en conformité
avec la loi. Maintenant, continuons toujours notre développement. Nous allons aborder maintenant l'aspect de l'application de la loi sur les partis. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsque le ministre de l'Intérieur prend les textes pour soi-disant reconnaître les partis, le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, est toujours en tête des partis qui sont reconnus. C'est le cas de l'arrêté numéro 1727/MID/6 CAB du 30 juin 2025. Et dans cet arrêté, le ministre de l'Intérieur a reconnu 42 partis. Malheureusement pour lui, une enquête menée sur le terrain a permis de constater que la quasi-totalité des 42 partis n'étaient pas en conformité avec la loi. Donc, on a demandé que le texte soit retiré. Jusqu'à présent, le texte n'est pas retiré. Mais en fait, cet acte veut dire quoi? D'abord, on est dans le faux et l'usage de faux, ce qui est extrêmement grave. Mais ce qui est tout aussi grave, c'est de constater que l'administration publique congolaise n'est pas neutre. Elle est partisane. Elle a choisi un camp. Et ça veut dire que lorsqu'on analyse profondément, si le ministre de l'Intérieur peut reconnaître des partis qui ne sont pas conformes à la loi, ça veut dire qu'on peut émettre beaucoup de doutes sur le fait que lui qui semble par rapport à la loi électorale, la loi électorale actuelle, être retenu pour proclamer les résultats des différentes élections, surtout présidentielles, législatives et sénatoriales, ben, il ne proclamera jamais qu'un opposant est élu. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure là-dessus. Vous avez suivi le cas de la Guinée-Bissau, où le président Umaro Sissoko Embalo n'a pas voulu reconnaître la victoire d'un opposant et qu'il a préféré arrêter le processus pour aller vers un coup d'État pour lequel c'est même lui-même qui a informé les journalistes, etc. Et ce n'est pas du tout sérieux. Alors, ça fait quoi? Mais ça a accru le comportement du ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la décentralisation, a accru la méfiance des Congolais, des hommes politiques et des acteurs politiques vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des gouvernants et vis-à-vis des dignitaires du Parti congolais du travail, qui en fait ont choisi d'agir selon un mode opératoire simple, celui qui consiste à agir coûte que coûte pour la conservation du pouvoir. Et c'est véritablement dommage. Donc, sur cet aspect, nous regrettons et nous déplorons que le membre du bureau politique Gilbert Ondongo n'ait pas accordé une attention toute particulière à cet aspect. Mais nous comprenons. Le PCT est gêné parce que ce n'est pas facile de venir dire que nous ne sommes pas en conformité avec la loi, alors qu'on fait croire aux Congolais qu'on est conforme et nous allons y revenir. Maintenant, l'aspect suivant que nous allons évoquer, c'est l'aspect relatif au bilan. Alors, le ministre Ondongo a dit, il faut rappeler, il a déclaré que le bilan du PCT est positif, sans aucun doute. Mais comme lui-même, il émet un doute, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Alors, j'ai lu dans ce qui est publié au niveau des réseaux sociaux, j'ai lu dans ce qui est publié au niveau des réseaux sociaux qu'un membre du parti du PCT, je crois, Edgar Boukilo, a dit que le PCT travaille bien. C'est peut-être au niveau de l'exécutif. Et il estime qu'à l'exécutif, il n'y a pas que le PCT, il y a d'autres partis. Mais c'est la majorité présidentielle. C'est la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'il y a un quelconque doute. Mais à partir du moment où, comme je viens de relever, le PCT n'est pas en conformité avec la loi, est-ce qu'on peut dire que le bilan est positif, puisque le PCT devait être suspendu? C'est les gouvernants qui adoptent une attitude de complaisance flagrante à l'endroit du Parti congolais du travail, et ce n'est pas du tout une très très bonne chose. Souhaitant la bienvenue aux congressistes, le président fédéral du PCT Brazzaville a peint le tableau de la mise en œuvre des différentes actions menées lors du mandat écoulé par sa fédération. Quoique limitée par ses moyens, la fédération a pu, au fil des temps écoulés, améliorer les conditions d'accueil dans sa grande salle de réunion, ainsi que dans l'autre plus petite, appelée
Sall Marien Ngouabi. Au plan politique, il s'agit de conserver le pouvoir. Face à cette effervescence militante, Gilbert Ondongo soutient avec véhémence le bilan du PCT qu'il qualifie de positif. Je ne saurais ici faire l'inventaire complet des œuvres du PCT profitant au peuple. Si tout opposant au PCT pouvait s'abstenir d'être de mauvaise foi, tout Congolais devrait alors reconnaître que le PCT a beaucoup travaillé et travaille encore sans désemparer pour le peuple. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas du tout une très bonne chose. Maintenant, à l'endroit des membres du PCT, puisque le bilan est positif, vous savez que lorsqu'il y a eu les débats sur le changement de constitution, on a dit beaucoup de choses. Que le président Sassou était le seul capable de garantir la paix, la stabilité et le développement du pays. On a appris que le président Sassou ferait du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et nous, on dit modestement, 65 ans après l'indépendance, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et lorsqu'on regarde la vie, tous les Congolais s'écrivent qu'ils souffrent. Ils souffrent énormément. C'est pour ça que nous avons tenu à faire apparaître un petit tableau, parce que s'agissant du bilan du PCT, il y a à boire et à manger. Mais nous avons voulu faire ressortir un petit tableau qui touche la période actuelle. Présentement, qu'est-ce que nous connaissons? Nous découvrons que le pays est en ruine. Les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Et pour l'exemple, écoutez, si je prends le cas des retraités, ils sont à 50 mois d'arriérés de pension. Et rien que pour l'année 2025, ils n'ont pas touché la pension de septembre, ils n'ont pas touché la pension d'octobre, ils n'ont pas touché la pension de novembre. Et nous sommes déjà au 20. Ça veut dire qu'ils vont terminer l'année certainement avec au moins 3 mois d'arriérés. Globalement, ils ont 50 mois. Et lorsqu'on évoque les autres aspects, beaucoup de retraités touchent leur pension à l'indice 160 au lieu de la toucher à l'indice 300. Il y a le problème des arrérages. Il y a un certain nombre de choses. Et ça, ce n'est qu'un pan, un volet de la situation. On peut regarder les autres aspects. Les mairies de 6 communes sont rentrées en grève. Les travailleurs des mairies sont rentrés en grève. Je citerai la mairie de Moussenjo, la mairie de Nkayi, la mairie de Dolizy, la mairie de Pointe-Noire, la mairie de Brazzaville et la mairie de Wessou. La mairie de Dolizy enregistre, les travailleurs de la mairie de Dolizy enregistrent pratiquement 97 mois d'arriérés de salaire. 8 ans et 1 mois. Est-ce que c'est pensable, ça? Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Marien Ngouabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel.
Les parents sont dans les mois. Déjà payé, les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais. Beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kayi, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Pendant que les agents sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, les syndicats attendent de pied ferme la relance des négociations avec le gouvernement. 8 ans et 1 mois. La mairie de Mosendio, les travailleurs enregistrent 80 mois d'arriérés des salaires. Nkayi, c'est 50 mois. Brazzaville, c'est 9 mois. Que peuvent penser les travailleurs de ces structures? Mais continuons. L'université Marien Ngouabi est encore entrée en grève. Et aujourd'hui, on se pose le problème de la qualité de l'enseignement dispensé à nos jeunes de l'université Marien Ngouabi. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que l'université Marien Ngouabi rentre régulièrement en grève, mais l'université Denis Sassou Nguesso, il n'y a aucun problème. Il semble que là-bas tout est nickel. Est-ce que c'est normal qu'on puisse vivre cette injustice? Est-ce que c'est normal qu'on puisse vivre cette injustice? Il y a quelques jours, on a vu réapparaître devant la primature le phénomène de ceux qu'on appelle les oubliés de l'État, les ex-travailleurs de l'ONPT, pour lesquels les engagements n'ont pas été respectés. Ils ont repris avec le concert des casseroles. Est-ce que c'est normal? Les travailleurs, les personnels des hôpitaux et des structures de la santé ont annoncé une grève à partir du 15 décembre. Évidemment. Il semble que le ministre a agi pour rentrer en négociation et permettre la suite. Mais les faits sont là, les problèmes demeurent. Les problèmes restent. Ils sont entiers. Et quand on fait ce descriptif, alors il y a une image qui m'a complètement bouleversé. C'est de voir nos opérateurs économiques attendre d'être reçus au cabinet du ministre des Finances et suivre leurs déclarations selon lesquelles, pour certains, ils n'arrivent même plus à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Certains ont perdu leur maison. Certains sont en faillite. Certains sont en train de rentrer en faillite. Et on ne règle aucune situation, ni passée, ni en cours. Où allons-nous? Et comment on peut avoir le courage de venir dire que le PCT a un bilan? Là, je ne prends qu'une partie de ces aspects. Et on peut continuer comme ça. Pouvons-nous parler du pouvoir d'achat? Pouvons-nous parler du panier de la ménagère? Pouvons-nous parler du chômage des jeunes? Pouvons-nous parler... Et pendant ce temps, que constatons-nous? Les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir
pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées. Au cœur de ce système de détournement présumé, une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et vous connaissez les dossiers, les 14 000 milliards, les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, le FIDA Gate, le Trésor Gate, le détournement de 9 milliards de pensions des mois de novembre et décembre 2016 des retraités, alors que l'argent a été viré dans un compte de la CREF à la LCB à l'époque. Où en sommes-nous? Alors, de qui se moque-t-on lorsqu'on peut sortir pour venir dire, et figurez-vous, le Premier ministre lui-même au cours d'une intervention devant au Parlement avait pratiquement annoncé que les difficultés financières avaient pratiquement amené le Congo à être un État en cessation de paiement, en situation de cessation de paiement. Mais pour clore sur ce chapitre au niveau du bilan, nous allons rappeler juste la déclaration du président Sassou en mars 2024 devant le Conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'il a dit, je souhaite que les Congolais l'interprètent sérieusement. Le verre est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans les services de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et puis là, le constat a été fait par le président Sassou lui-même. Il a été fait par le président Sassou lui-même. Et je crois que les Congolais se sont sentis vraiment offensés lorsqu'ils ont entendu dire que le bilan du peuple, parce que je n'évoque pas les autres aspects. Mais pour terminer là-dessus, dans ma dernière intervention, j'ai parlé des révélations faites par Laurent Sokoko sur une déclaration qui a été faite par un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Mais j'exhorte toujours les Congolais à rechercher les déclarations de Laurent Sokoko sur les réseaux sociaux. Ils les retrouveront parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Et cette appréciation, elle est faite pas par n'importe quel membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Un membre assez particulier. Et je crois qu'il devrait pratiquement réfléchir et voir avant d'avancer sur les déclarations que l'on fait, parce qu'elles finissent par vous rattraper et ce n'est pas une bonne chose. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Bonjour, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Bon week-end. Oui, ça va, et vous? Ça va bien, merci. Alors, on peut continuer notre entretien de la dernière fois parce que on a dit qu'on devait faire en plusieurs parties. Alors, Ok, merci beaucoup, maître. Oui. Bon, comme d'habitude, quand on commence l'émission, on fait une petite introduction en 3 langues. C'est ça. En portugais,
en français et puis à lingala. Très bien, très bien, très bien. Je conseille les gens de nous suivre vraiment attentivement dans l'émission d'aujourd'hui parce que il y a des choses vraiment très sérieuses. On doit parler à ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Donc, dans mon opinion, moi je pense que les deux présidents de l'Angola, Jean Lorenzo et RDC, président Tshisekedi, se rencontrent pour la sécurité des régions parce que l'arrivée des troupes rwandaises au Congo-Brazzaville, c'est très dangereux pour l'Angola et la RDC. Moi, quand j'ai parlé d'Edi Christer, le fils du président Sassou Nguesso, quand il voulait faire le coup d'État à son père. Mais aujourd'hui, on doit démontrer quand même quelques preuves pour que les gens sachent que les choses que nous avons en train de mobiliser le peuple, c'est sérieux. Le monsieur Denis Christer Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président Dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père Denis Sassou Nguesso. Maintenant, le président a mobilisé les grands dignitaires du pays, 4, des top grands dignitaires du pays, 4, de rencontrer le Denis Christer. Après l'entretien, il passe chez lui pour les saluer. Pour aller dans cette rencontre-là, Denis Christer, il était avec les délégations du Congolais, mais il a décidé quand même, moi-même seul, avec lui et son garde du corps, un monsieur jeune là, un peu très clair. Nous trois, on est montés dans le bord d'un jeep patron noir. On est arrivé dans le lieu des rendez-vous. Moi et Christer, on a rentré dans les rendez-vous, dans les réunions. Christer a commencé à parler. Maintenant, il y a un appareil de sécurité. Le président de Santos, il est en train de suivre ça en direct. Denis Christer, il a tout dit que moi, je suis venu ici pour rencontrer le président dans votre bénédiction, les bénédictions du président Eduardo, pour que je renverse le président parce qu'il ne fait rien au Congo. Moi, je voulais être président de la République du Congo. Ah bon? Oui, je voulais votre appui. Comme vous avez fait à mon père à l'époque, que aussi chez moi aussi. Les autorités, ils sont en train d'écrire. Tout le monde, il était là-bas, chacun prend un petit bout de papier, ils ont commencé à écrire. Maintenant, on a quitté les lieux des réunions. On a quitté là-bas, on a parti directement dans un villa en cachette pour qu'on voit directement le président Dos Santos. Dans le villa là, on était en deux. Moi et Denis Christer. Dos Santos a posé une question. Il a demandé si c'est vrai, le petit, il est le fils de Sassou Nguesso. C'est moi qui a confirmé, j'ai dit oui, c'est son fils. Tu peux me garantir qu'il est fils de Denis Sassou Nguesso? Moi j'ai dit oui, il est fils de Denis Sassou Nguesso. Il a dit écoute, moi je connais Denis. Denis c'est mon frère. Moi je ne peux pas accepter de mettre le sang de Denis dans ma main. Je ne peux pas.
Maintenant, l'aspect suivant que nous allons aborder et qui me fait beaucoup sourire. Alors il a dit à haute et intelligible voix, ils ne gagneront jamais face à nous. Ils ne gagneront jamais. Mais rappelons-nous de l'année 2016. Et je crois avoir suivi une vidéo du secrétaire général actuel du PCT où parlant de ça, il a dit que c'était les Mabakou dans la ville qu'il arrive. Et puis, on avait suivi également une intervention du président du Sénat sur ces questions. Ils ne gagneront jamais. En 2016, quelle était la situation? Et pour un certain nombre de personnes comme nous autres, qui avons été très proches de Jean-Marie Michel Moukoko. Mais nous savons les tractations qui ont été faites au niveau de Jean-Marie Michel Moukoko, y compris par l'ambassadeur de l'époque de France, de France à l'époque, pour qu'il reconnaisse les résultats. C'est à quoi il n'a jamais accédé. Et nous savons ce qu'il subit. Il est en train de subir sa 10e année à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et ce n'est pas une très bonne chose. Alors, quand j'écoute ça, je me dis pour aborder ce problème, allons un peu de façon rationnelle. Et de façon rationnelle, je vais évoquer un indice. C'est l'indice de démocratie. Pour dire aux uns et aux autres que l'indice de démocratie de notre pays, le Congo, depuis 2021 jusqu'en 2024, est de 2,79 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Question immédiate qui se pose. Est-ce que dans une dictature, on peut organiser des élections libres, démocratiques, crédibles et apaisées? Je dis non. Parce que dans la dictature, dans le système de la dictature, on organise les élections selon le principe qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Et pour vous donner l'exemple, je vais essayer d'avoir une référence. La référence que j'ai prise, c'est l'élection gabonaise, l'élection présidentielle au Gabon en 2023. Et lorsque le président de la commission d'organisation de cette élection est venu donner les résultats, il a déclaré que le président Ali Bongo était réélu avec à peu près 64% des voix. Et il était suivi par son principal opposant, le professeur Ondo Ossa, avec 30%. Mais les résultats ont été donnés le 30 août 2023. Et c'est le 30 août 2023 que le président Oligui Nguema a fait son coup d'État. Parce que les élections étaient organisées de façon frauduleuse. Et c'est à cette occasion qu'on a appris que le président Ali Bongo n'était pas le véritable gagnant de l'élection, que le véritable gagnant de l'élection, c'était le professeur Ondo Ossa. Mais expliquez-moi, comment lors des résultats donnés par la commission d'organisation des élections, le président Ali Bongo avait 64% des voix et Ondo Ossa, qui était censé être le vainqueur, n'avait plus que 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis en place un mode d'organisation des élections qui fait que quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais déclaré élu. C'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Et c'est ce qui se profile ici. Lorsqu'on déclare des partis qui ne sont pas conformes à la loi, on les reconnaît. Ça veut dire qu'en cas d'une élection, c'est le même système qui va être utilisé et qui va permettre d'avancer. C'est le système dit du qui perd gagne. Donc vous perdez, mais au niveau des résultats, c'est vous qui gagnez. Et c'est véritablement dommage. Et je crois que lorsque on regarde ça, on doit se dire, mais c'est pas normal. Mais l'autre aspect qu'on doit aborder, c'est de rappeler que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. N'étant pas en conformité avec la loi, il aurait dû être suspendu conformément à l'article 31 de la loi 20-2017, loi qui a été votée par un parlement majoritairement composé des éléments du PCT. Et selon l'article 31 de cette loi, le PCT devait être suspendu. Ça veut dire quoi? Mais il ne peut pas prendre part aux élections. Il a violé la loi. Il doit être sanctionné. Il ne peut pas prendre part aux élections. Donc, M. Gilbert Ondongo ne peut pas venir dire ils ne gagneront jamais, puisque eux, si on respecte la loi, ils ne peuvent pas prendre part aux élections. Alors, d'où vient cette confusion? D'où vient cette volonté de diversion, etc. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Maintenant, l'autre aspect
que nous allons aborder toujours par rapport à cet aspect qui consiste à dire qu'ils ne gagneront jamais. Mais M. Gilbert Ondongo sait qu'il y a eu les concertations politiques soi-disant, qui ont été organisées de 2009 à Brazzaville à 2022 à Ouando, et que les recommandations de ces concertations politiques n'ont jamais été mises en exécution. Jamais, pour la plupart. Notamment celles qui concernent la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Parce qu'au Congo, les gouvernants trichent en disant que leur colonel est là, dirigé par le président Henri Bouka, elle n'est pas indépendante. La commission indépendante, au sens international et selon les standards internationaux, c'est une commission qui a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis la préparation des opérations jusqu'à la proclamation des résultats. Ce n'est pas le cas. La preuve au Congo, les opérations préélectorales sont pour la plupart élaborées par les ministères de l'Intérieur. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur ne veut pas. Parce que je rappelle aux Congolais que du temps du président Pascal Lissouba, lorsque David Charles Ganao, en tant que Premier ministre, avait annoncé que son gouvernement allait organiser les élections, mais le Parti congolais du travail, à travers les FDU, les Forces démocratiques unies, ont fait une déclaration virulente pour dire qu'un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Mais d'où vient que depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, ils ont peur de la mettre en place? L'argument est tellement solide qu'avec nous autres, Clément Mirassa, il y a un certain nombre d'autres acteurs politiques, nous avons signé avec le président Sassou un mémorandum pour l'élection présidentielle de 1997. Mémorandum dans lequel nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Pourquoi ils ne veulent pas y accéder maintenant? Mais tout simplement parce qu'ils ont mis en place une stratégie en vue de la conservation du pouvoir. Et il faut que nous soyons clairs là-dessus. Les choses sont mises à nu. Toujours poursuivant dans le cadre des conditions permissibles qui doivent permettre la tenue d'une élection libre, démocratique, et transparente, crédible et apaisée, au-delà de la Commission nationale électorale véritablement indépendante. Mais il y a le problème de la maîtrise du corps électoral. Il y a le problème de la fiabilité des listes électorales. Et pendant longtemps, et ça a été confirmé à Ouando, mais on a dit qu'en 2022, lors des élections législatives et locales, on ne pouvait pas établir les cartes biométriques avec photo, mais l'engagement a été pris que ça serait fait pour l'élection présidentielle de 2026. Mais pourquoi maintenant, dans la précipitation, on s'est lancé vers une révision des listes électorales, alors qu'à Dolisie, en 2013, il avait été clairement dit que la méthodologie proposée par l'administration publique, consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas d'obtenir la bonne tenue du fichier électoral. Mais pourquoi on se contredit? Pourquoi on se contredit? Je peux prendre un autre volet. J'espère que je ne sais pas si ça sera réglé. Depuis plusieurs années, mais on parle de la prise d'un texte pour plafonner les dépenses des campagnes électorales. Pourquoi ce texte n'est jamais pris? En conclusion, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais on constate qu'on ne veut pas organiser les élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. On ne veut pas réunir les conditions pour cela. Parce que si on réunit les conditions pour cela, le PCT ne peut pas gagner. Donc, lorsqu'ils disent que les autres ne gagneront pas, mais eux ne pourront pas être là puisqu'ils sont en violation de la loi. Ce n'est pas nous qui les avons poussés à violer la loi. Mais ils doivent savoir qu'ils ont violé la loi. Ce n'est plus une question de langue de bois, c'est une question de droit. Et la Constitution est là, les lois sont là. On peut, chaque fois qu'on pourra, faire la démonstration que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Donc, ce n'est pas la peine de s'écrier qu'ils ne gagneront jamais. Mais vous êtes dans la fraude et la tricherie. C'est pour ça que vous gagnez tout le temps.
Réglons les problèmes correctement. Si vous prenez la plupart des préfets que vous avez nommés, mais ils font partie des 2588 congressistes qui ont choisi de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme le président du Parti congolais du travail. Mais ils ne feront pas le travail pour qu'un opposant gagne. Au contraire. Et ils ne doivent pas être dans le circuit. Donc voilà, déjà par rapport à cet aspect. Maintenant, par rapport à un autre aspect. Il a été dit, l'Internet ne vote pas. Non, l'Internet ne vote pas. Mais le PCT avait cru faire souffrir l'opposition en lui interdisant l'accès aux médias d'État. Malheureusement, ils ont été pris court par l'évolution de la technologie. Et quand les réseaux sociaux sont sortis, mais ils sont surpris, ils sont mis à nu. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses qu'ils voulaient cacher apparaissent de manière claire. Et c'est pour ça que Christian Perrin, le brillantissime journaliste avec qui je fais souvent des émissions, m'a annoncé une fois qu'il avait été interpellé parce qu'on lui a dit « Écoute, tu risques d'être responsable de la mort de Clément Miressa. » Ce qu'il dit n'est pas faux, ce qu'il dit n'est pas du mensonge, mais ça nous dérange. Ça vous dérange, oui? Mais parce que si je devais passer sur la télévision ou la radio congolaise, mais ce que je dirais ne passerait pas. Mais aujourd'hui, je peux pendant 1 heure faire une émission et faire complet. Et les Congolais ont commencé à prendre conscience de beaucoup de choses. On vous dit, levez ces mesures. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites passer le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi à longueur de journée sur les médias d'État. Mais aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux sociaux, le message, la prise de conscience des Congolais est extrêmement forte. Et assez souvent, vous êtes mis à nu. Parce que quand vous manigancez les choses, il y a toujours des gens qui sont au courant et qui mettent ça à nu. Le dernier point que je vais développer avant de passer à la conclusion, c'est toujours Gilbert Rondongo qui dit « Notre pays marche vers le développement ». Quel développement? Le Congo marche vers quel développement? Et je vous ai pris un exemple l'autre jour. En 2010, le budget du Congo s'est élevé à 2814 milliards. Celui de la Côte d'Ivoire était de 2627 milliards. Et en 2026, la projection pour la Côte d'Ivoire est de 17 350 milliards. Vous voyez bien l'évolution. Le budget projeté du Congo en 2026 est de 2501 milliards. Oui, quelle est l'évolution? Vers quel développement? Mais n'empêche, nous avons quand même tenu à rappeler qu'il s'exécute au Congo un projet de société qui se dénomme Ensemble poursuivant la marche, entendu marche vers le développement, mais qui nous pose beaucoup de questions. L'une des questions qu'on peut se poser, peut-on rechercher le développement et tolérer la corruption, les vols, la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics? La réponse est non. Mais au Congo, les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils peuvent expliquer pourquoi les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés? Mais vers quel développement vous allez aller? Deuxièmement, ils parlent du développement. Mais c'est les dignitaires du PCT qui sont dénoncés dans les scandales économiques et financiers comme ceux révélés par les Panama Papers, selon lesquels 6 Congolais détiendraient 5500 milliards de francs CFA. Mais ils détiennent cet argent où? Pas au Congo, dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'ils viennent tromper les Congolais en disant qu'ils travaillent pour le développement du Congo, mais ils prennent l'argent qu'ils ont obtenu par des procédés qu'ils connaissent, certainement corruption, etc. Ils vont les laisser à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils contribuent au développement des pays étrangers que le développement du Congo. Mais vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Est-ce qu'on peut rechercher le développement du pays et en cette période de crise, ne pas être capable d'agir pour la réduction du train de vie de l'État, ne pas être capable d'agir avec force et vigueur pour lutter contre la corruption, contre des détournements des deniers publics? Est-ce que c'est possible? J'ai dit non. Et vous êtes pris en flagrant délit. Est-ce qu'on peut rechercher le développement et tolérer la mauvaise gouvernance, la recherche, la médiocrité, la gestion clanique? Est-ce que c'est possible? J'ai dit non. J'ai dit non. Et les Congolais, petit à petit, en ont pris conscience.
Les Congolais, petit à petit, en ont pris conscience. Où allons-nous? Évidemment, notre compatriote Alphonse Nungwa a pu mener une enquête où il a fait ressortir clairement qu'un ministre congolais gagnait 10 millions de francs. Les ministres ivoiriens gagnent 10 millions, 5 millions. Les ministres gabonais gagnent 3 millions 800. Les ministres sénégalais gagnent 3 millions 800. Le premier ministre sénégalais gagne 4 millions 300. Le président sénégalais gagne 4 millions 800. Donc, les ministres simples au Congo gagnent plus que le double de ce que gagnent les ministres sénégalais. Ça ne vous gêne pas. Et quand on vous parle de la réduction du train de vie, non, vous n'en voulez pas. Et on constate une chose, nos compatriotes et les gouvernants, ils se vendent toujours de leur gestion. Mais il faut qu'ils s'interrogent sur une chose. Mais s'ils gèrent si bien le pays selon les règles de bonne gouvernance, mais qu'ils expliquent aux Congolais comment ils ont amené le Congo à la ruine, à la catastrophe. C'est véritablement paradoxal. Et le PCT, il faut qu'il le sache. Donc, chers téléspectateurs, avant de passer à la conclusion, nous avons tenu à aborder ce problème parce que les amis posent un certain nombre de problèmes, ils se vantent d'avoir réussi. En fait, j'ai compris que la réussite chez eux, c'est la souffrance et la misère des Congolais. Mais aujourd'hui, nous tenons à dire aux Congolais que les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail, qui se dit grand et glorieux, n'est pas en conformité avec la loi. Il a violé la Constitution de 2002, il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. À telle enseigne qu'on se pose la question, existe-t-il une Constitution qu'ils peuvent respecter dans ce pays? Est-ce qu'il en existe une? Mais quand on leur demande d'organiser dans la transparence une élection présidentielle, ils sont toujours là dans le cafouillage. Tout ce qui les intéresse, c'est la conservation. D'abord, ça ne m'étonne pas, puisque le président du Sénat a déclaré, je ne sais pas, je crois que c'est en 2021, qu'on ne peut pas prendre le risque de perdre le pouvoir parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la perte du pouvoir. Donc, eux, ils n'agissent pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Ils ne travaillent pas pour le développement du Congo. Ils travaillent pour appauvrir l'État congolais, pour favoriser l'enrichissement personnel, égoïste et particulier, et pour faire en sorte que l'argent, d'ailleurs, vous avez la preuve, les biens mal acquis, c'est en France. Ça veut dire que cet argent, on le garde à l'extérieur, on enfonce le Congo dans la misère et dans la pauvreté, etc. Alors, pour dire aux amis du PCT, mettez en place les conditions permissives de la tenue d'une élection libre, crédible, démocratique, transparente et apaisée. Et prenons les dispositions pour que le vote des Congolais soit respecté et que les résultats soient les résultats sortis des urnes. Alors, en ce moment-là, on pourrait discuter, on pourrait avancer calmement. Pas ce qui se fait à l'heure actuelle. Pas ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais ayez un peu d'amour pour ce pays. Ayez un peu d'amour pour les Congolais. Partout où vous passez, c'est des cris de souffrance. Et faites en sorte que nous avançons. Pourquoi cette méchanceté à l'égard des Congolais? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Regardez l'état dans lequel vous avez plongé, même les opérateurs économiques. Mais si vous les plongez dans cette situation, sur qui vous comptez pour la relance économique dans ce pays? Si vous voulez de la disparition de ces opérateurs, qui vous voulez, etc. Donc, chers téléspectateurs, nous avons voulu, mais nous avons un regard vers le président de la République. Nous exhortons le président de la République pour dire on peut sortir le Congo de cette situation dramatique aujourd'hui si on respecte la loi. Et si on prend le soin d'appliquer au Parti congolais du travail l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, le Parlement tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus d'Assemblée nationale.
nous sommes obligés d'appeler à un dialogue. Nous sommes obligés d'appeler les Congolais à un dialogue pour que nous nous retrouvons et que nous définissons l'avenir du Congo. Ce n'est pas dans les petits calculs que vous faites que le Congo va s'en sortir. Arrêtons avec les petits calculs. Et quand je parle du dialogue, j'en suis peiné. Pourquoi? Mais parce que les articles 227 et 228 de notre Constitution instituent un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement, de recherche et de consensus entre toutes les forces vives de la nation. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? C'est les Congolais qui sont obligés, comme de supplier les gouvernants pour qu'ils accordent la tenue d'un Conseil national de dialogue, qui est une institution constitutionnelle. C'est inacceptable. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Bref, je terminerai l'émission par un message simple aux gouvernants, aux militants du PCT, aux dirigeants du PCT. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Nous les exhortons à tout mettre en œuvre pour se rendre conformes à la loi. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je rappelle, ce n'est pas un manque de respect. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Et le président de la République est tenu de respecter les lois et règlements de la République. Merci pour votre aimable attention. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ça sera le samedi 27 décembre. Je crois que ça sera également le jour du démarrage du congrès du PCT. Mais je vous souhaite un bon week-end malgré tout. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci et à bientôt.